Bonjour à tous et bienvenue pour Les marchés en action, l'émission hebdomadaire de zonebourse.com. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste marché, et nous sommes aujourd'hui le mardi 15 décembre pour un de nos derniers rendez-vous de l'année. Merci à tous de me retrouver pour ce point complet sur l'actualité des marchés et sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement, ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Alors, petite information, effectivement, tous les matins, vous pouvez retrouver le Morning Meeting avec Anthony Bondin. Vous pouvez retrouver tous les jours Planète Bourse, la revue de presse de Roxane Nojac. Et nouveauté, nous allons lancer une émission qui s'appelle Le Live. Cette émission aura lieu jeudi 17 décembre, dans 2 jours, et elle sera réservée aux clients Zone Bourse. C'est une émission qui sera organisée pour répondre à vos questions, pour vous faire découvrir nos outils, pour vous faire encore mieux exploiter l'abonnement Zone Bourse, et puis aussi pour recevoir vos corrections, vos idées, vos améliorations, pour que nous puissions toujours optimiser les abonnements Zone Bourse. Donc voilà, une première ce jeudi 17 décembre et normalement si vous êtes client, vous avez dû recevoir un email et sur la page principale du site Zone Bourse, vous avez un article, le live, dans lequel vous avez un sondage sur les sujets que Jordan Duffy, qui organise cette émission, pourra parcourir. Au sommaire de cette émission, comme d'habitude, un focus marché sur les derniers décalages, quelques actualités actions, quelques actualités économiques, puis un top flop macroéconomique afin de vous montrer des graphiques qui explicitent au mieux la situation actuelle. Et dans un second temps, nous passons sur ProRealTime pour les graphiques. Alors, le focus marché. Pas de grands changements fondamentaux depuis la semaine dernière. Comme je vous l'explique, depuis le début du mois de décembre, il semblerait que le rallye de fin d'année ait eu lieu au mois de novembre avec une hausse spectaculaire de 12% du Dow Jones, sa plus forte hausse depuis 1987. Donc voilà, les marchés sont un petit peu plus calmes désormais, on sent bien la fin d'année, la baisse des volumes. On a des indices qui sont soutenus d'une part par les espoirs du plan de relance et les premières vaccinations aux USA, mais d'un autre côté, on a un marché boursier qui manque un petit peu de relais, qui reste plutôt neutre sur la quinzaine écoulée, notamment parce que le nombre de contaminations continue d'augmenter, la situation aux USA est toujours compliquée et nous assistons de nouveau à des confinements en Europe. Donc on est toujours dans cette situation où le Covid pressurise à court terme, même si les opérateurs espèrent qu'à moyen terme, avec le vaccin, tout pourrait rentrer dans l'ordre. Il reste maintenant seulement 7 séances avant Noël, donc il se pourrait que sur des publications de nouvelles ou de résultats, nous assistions encore à quelques décalages sur une poignée d'actions, mais sinon l'année est quasiment terminée et les vacances de Noël sont généralement empreintes d'une volatilité très faible. Ce qu'on appelle le rallye de Noël, en fait, c'est une statistique historique entre les dernières séances de l'année, entre Noël et le Nouvel An, où la volatilité est historiquement très basse et où les marchés montent petit à petit. Voilà. Après, c'est une série statistique, elle vaut ce qu'elle vaut, puisque certaines années, les marchés ont quand même baissé lors de la seconde quinzaine de décembre, voire même pendant les fêtes. Donc, restez prudents, n'oubliez pas d'alléger votre portefeuille, de garder des liquidités, et puis peut-être d'avoir un portefeuille allégé pendant les fêtes pour pouvoir profiter de vos amis, de la famille et de revenir avec un œil nouveau et des liquidités et des idées en début d'année 2021. Sur les autres actifs, on assiste à une latéralisation des métaux depuis une semaine. L'or se cherche autour de sa moyenne mobile à 200 séances. Point positif, il est posé au-dessus et pas dessous. L'argent stabilise à plat. Le Bitcoin est à 3% de son record historique. Il semble prêt à décaler. Alors décaler
Oui, mais dans quel sens? Est-ce que l'on va assister à une cassure violente du seuil psychologique des 20 000 dollars et une nouvelle envolée? Ou est-ce que les whales, c'est-à-dire les baleines, les gros détenteurs de Bitcoin, vont une nouvelle fois pressuriser les cours sous les 20 000 dollars? On devrait être rapidement fixé. Le pétrole Brent a retrouvé les 50 dollars pour la première fois depuis mars dernier, donc depuis le choc du Covid. Cela montre bien que les opérateurs anticipent un retour de la croissance économique et de la consommation de pétrole en 2021. Je vous rappelle qu'en 2020, nous avons connu des gros trous d'air sur la croissance à cause du Covid et de ce fait, par un effet rebond, eh bien, on attend de la croissance dans la plupart des zones économiques en 2021. Dans les séances à venir, quelles sont les ombres qui restent au tableau? Ce sont des vrais faux sujets, puisque on a le Brexit avec un coup près au 31 décembre, sauf que l'on sait bien, on constate bien que le Brexit, les négociations sur le Brexit n'ont pas ou plus d'effet sur les marchés. On a également le risque de shutdown aux États-Unis, mais ça c'est un faux problème qui arrive tous les ans, et tous les ans on le surpasse. En boost potentiel, on a le plan de relance américain, tant attendu. Est-ce que ce sera 700 milliards, 900 milliards? Difficile à dire pour le moment, mais a priori, un plan de relance, s'il sort d'ici la fin de l'année, pourrait permettre au cours de finir en beauté. Et puis n'oublions pas que mercredi, il y a aussi la Fed, la Réserve fédérale américaine, c'est la Banque centrale américaine, qui devrait de nouveau s'afficher en soutien des marchés avec son quantitative easing. Et voilà, un plan particulièrement soutenu à cause justement du Covid, plan qui devrait perdurer en 2021. Enfin, une petite phrase de rappel, de prudence. L'important en décembre cette année, à mon sens, c'est de ne pas reperdre les gains de novembre. Le mois de novembre a été un mois exceptionnel, très forte hausse du CAC, rebond de 20, 30, 40% de certaines valeurs du CAC 40, et puis aussi un festival sur les small et les mid cap. Le CAC Small Caps qui d'ailleurs est revenu en positif, territoire positif sur l'année 2020, qui a bien surperformé. Il y a eu de très beaux décalages, mais à un moment donné, il faut aussi savoir laisser la poussière retomber, ne pas être trop gourmand, et puis attendre de nouvelles fenêtres de tir. Je vais rapidement vous montrer ces actifs dont on a parlé en première partie. Le CAC 40, le voici, totalement neutre depuis maintenant 3 semaines. Ce que l'on a pu constater vendredi dernier, c'est qu'il a fait une incursion sous les 5500 points, mais que très rapidement les acheteurs se sont présentés. Hier, les opérateurs allaient un peu vite en besogne, et souvent on assiste à un peu d'euphorie de lundi, euphorie qui est retombée en cours de séance et qui est venue combler le gap. Et puis vous voyez qu'aujourd'hui on a ouvert à moins 0,2, on est à plus 0,4. On est toujours dans ce marché neutre, soutenu, pour potentiellement finir l'année dans la zone actuelle. Si on cassait les 5500 points pour de bon, il y aurait un risque d'aller chercher une zone ici de gap laissé ouvert entre 5380 et 5400 points. Ce serait donc un OL 100 d'Inde. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Pour l'instant, j'ai l'impression que les opérateurs veulent finir l'année au plus haut avec l'annonce d'un plan de relance dans les jours qui viennent. Et ça pourrait nous permettre d'accrocher les 5600 points et de finir l'année, j'allais dire en beauté, mais en fait, il faut revenir ici en janvier. Hop, le 3 janvier, on était là. Donc, vous voyez, même si on termine l'année à 5600 points, on terminerait à moins 6% sur le CAC 40. Ensuite, on peut jeter un œil sur l'or. Donc l'or qui est toujours dans une tendance haussière de moyen long terme, soutenue par sa moyenne mobile à 200 séances, sous laquelle on a fait une petite incursion avant de remonter. L'or est dans un canal baissier de consolidation depuis 3-4 mois. Mais en théorie, dans le sens de la dynamique de fond, il se pourrait qu'on sorte de ce canal par le haut et que la tendance haussière reprenne. Donc pour l'instant, je suis objectivement neutre. Les cours sont stables. Tant qu'on reste au-dessus des mêmes 200, c'est plutôt un bon point. Et si on venait à casser la zone des 1880,
$1 900 dans les semaines qui viennent ou en début d'année 2021, ce serait un signal positif pour les détenteurs d'or. Même chose sur les cours de l'argent. Les cours de l'argent ont réalisé un beau double creux, c'était il y a 2 semaines, sur les $22. On stabilise à $24 et il faudra absolument casser le haut du range et les 25, 70, $26 pour pouvoir relancer la dynamique de fond. Sur le pétrole WTI, voici le schéma. Nous avons passé des mois dans un range, donc dans un canal horizontal entre 35 et $43 et on est sorti de ce range fin novembre. Voilà, les opérateurs anticipent de la croissance, une reprise économique, une Chine toujours très puissante en 2021 et les cours du pétrole sont donc soutenus et ce malgré des stocks de pétrole très importants la semaine dernière. Est-ce que c'est une surperformance passagère ou est-ce qu'au contraire, voilà, petit à petit, le pétrole grignote et se reprend. Ici, c'est le pétrole WTI qui est à $47 et comme je vous l'ai dit dans mes émissions précédentes, en 2021, il ne serait guère étonnant de voir le WTI passer les $50 et aller pourquoi pas chercher 55, $60 avec cette fameuse reprise économique attendue en 2021. En tous les cas, voilà, le pétrole est aussi à moyen terme et si vous voyez des flèches comme ça, petites, moyennes et grandes, c'est parce que mon graphique n'exclut pas qu'on revienne tester les 43 ou les $40 avant de continuer de monter. L'important c'est plutôt de comprendre, de constater qu'on est dans un mouvement haussier de fond et c'est justement ce qui me fait apprécier le secteur pétrolier avec des titres comme Total ou Ruby sur lesquels j'ai écrit des stratégies récemment. Et puis on finit par le Bitcoin. Et le Bitcoin, le voici, toujours haussier à court terme, moyen terme et long terme, mais bloqué sous les 19 900, $20 000. C'est plus haut annuel et historique datant de 2017. On repasse à notre présentation, on passe aux actualités actions. Alors il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Aujourd'hui c'est plutôt un bon paquet de mauvaises nouvelles. D'abord pour Virgin Galactic, la semaine dernière je vous ai dit que Virgin Galactic devait tenter un 3e vol d'essai suborbital. Malheureusement une perte de connexion avec le moteur fusée a entraîné l'arrêt de l'allumage de ce dernier. Donc la mission a échoué et la navette est retournée se poser. Pas de blessés, pas de casse, simplement c'est une déception à court terme. Le titre était fortement monté ces dernières semaines, il était passé de 20 à 35 $, donc il avait pratiquement doublé. À la suite de cette annonce, on est repassé de 32 $ à 27 $, et on verra dans les séances qui viennent si les opérateurs préfèrent délaisser leur titre et passer à autre chose, ou si au contraire ils restent positifs en espérant un nouveau vol programmé dans un avenir proche. En tous les cas, la semaine dernière, je vous avais dit que c'était un risque. Si échec de mission, je vous avais parlé d'une baisse de 20%, on a perdu 17%. Si accident et explosion de la navette, là on aurait plutôt parlé de moins 50 à moins 70%. Donc là on est dans une vraie fausse mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que ce n'est pas une bonne nouvelle à court terme, certes, mais ce n'est pas une très mauvaise nouvelle en soi. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu d'accident, donc ce n'est que remis à plus tard. Concernant ST Microelectronics, le groupe a abaissé la plupart de ses objectifs à moyen terme et les repousse d'1 an à 2023. Le groupe a aussi abaissé ses objectifs de marge. Du coup, voilà, selon Brian Garnier, le courtier, il semble que la pandémie ait eu un impact plus important que prévu sur ce fabricant européen de semi-conducteurs. Du coup, la plupart des courtiers restent positifs, mais certains ont revu leur objectif à la baisse. Il ne faut pas oublier que le groupe, l'action STM était aussi très fortement montée en 2020. Donc là, on tempère un petit peu les objectifs de moyen long terme. Sanofi, le premier groupe pharmaceutique européen, souffre d'un retard de 6 mois sur l'approbation espérée du vaccin contre le Covid, ce qui fait reculer son titre de près de 10% ces dernières séances. Point positif, dirons-nous, les brokers ne revoient pas leur copie et restent majoritairement haussiers à l'achat. Donc on verra graphiquement dans la deuxième partie d'émission ce que cela donne.
Enfin, Solution 30 a annoncé la saisine de l'AMF et le dépôt d'une plainte pour diffusion d'informations fausses et trompeuses. C'est la troisième attaque que subit la société en 2 ans, avec en coulisses la présence du fonds activiste Moody Water. Donc là, c'est un dossier très particulier. Je vous laisse lire les différentes news sur le site de Zone Bourse, notamment le rapport calomnieux selon la société qui a fait baisser le titre et les dernières news. Et aujourd'hui, la valeur perd encore 33%. On en avait parlé en plus dans la dernière émission, vous pourrez réécouter ce que l'on a dit. On avait vu qu'à la cassure des 19 euros, bien Solution 30 cassait ses plus hauts annuels et qu'elle était haussière. Mais on avait vu aussi que ce type de cassure peut être associé avec un stop très court afin de sortir de position si la cassure est invalidée. En effet, la semaine dernière, juste après l'émission, elle a cassé les 19 euros et elle a accéléré, mais dès le lendemain, elle repassait violemment sous les 19 euros avec des volumes et de la volatilité, et c'était un signal donc de sortie, d'invalidation de la hausse. Et puis la semaine dernière, on a eu de très forts volumes baissiers sur une séance, c'était déjà quelque chose qui mettait la puce à l'oreille. Le lendemain, on avait des news qui sortaient, des rumeurs qui sortaient. Et si vous voulez, je ne suis absolument pas là pour juger de la pertinence de ces news. Je suis simplement là, et c'est ce que j'ai essayé de faire la semaine dernière dans mes commentaires, pour dire attention, il y a de volumes, il y a de la volatilité, on n'achète pas un couteau qui tombe, il y a des rumeurs, est-ce qu'elles seront vérifiées ou non? Trop difficile à ce stade de le savoir. Par contre, en tant qu'investisseur, vous devez savoir que quand il y a de l'incertitude sur un dossier, le marché s'en écarte. Si après on retrouve de la visibilité et que les opérateurs sont rassurés, eh bien le titre repartira de l'avant. Mais à court terme, la semaine dernière notamment, quand on a eu la forte chute des cours, j'ai vu beaucoup de gens aller à l'achat et dans le but d'essayer d'attraper le point bas. Et vous voyez malheureusement qu'avec cette suspension de cotation et cette reprise à moins 30%, je crains malheureusement que nombreux investisseurs en souffrent. Alors je sais que je reviens sur ce qui s'est passé. Mon but n'est pas de dire que c'était facile, bien évidemment. Mon but c'est de vous donner des éléments pour que la prochaine fois ça n'arrive pas. Or, quand vous avez, comme je viens de le dire, sur une société, une forte chute, des volumes, de la volatilité et des rumeurs, on ne peut pas y faire grand-chose. Mieux vaut rester à l'écart que d'essayer d'attraper un couteau qui tombe. On passe aux actualités économiques. Donc je vous le disais tout à l'heure, les stocks de pétrole sont ressortis en nette hausse, plus 15 millions de barils. C'est la plus forte hausse des stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis depuis avril dernier. La seconde vague de Covid semble peser sur la reprise économique tant attendue, en tous les cas à court terme, ce qui fait que les stocks de pétrole s'amoncellent. Malgré tout, point positif, montrant la résilience de la tendance haussière du pétrole, malgré cette forte hausse des stocks qui aurait dû faire pression sur les cours, eh bien les cours du pétrole WTI sont restés très solides. Donc ça ne fait que valider le fait qu'il y ait un courant acheteur assez fort sur le pétrole. Au niveau du sentiment du consommateur américain, la confiance du consommateur américain vendredi dernier est ressortie en nette hausse et bien supérieure aux attentes à 81,4 points contre des attentes à 76,1 points. Donc déjà, ce chiffre est bon. En plus, il est supérieur aux attentes et en plus, il est très nettement supérieur aux attentes. Donc ça a tendance à être un point rassurant pour les marchés américains, puisqu'aux États-Unis, quand le consommateur va, tout va, puisque je vous rappelle qu'une grande partie du PIB américain est due à de la consommation interne. Quant aux statistiques de cette semaine, alors cette semaine on suivra bien évidemment les négociations sur le Brexit, les négociations du plan de relance aux États-Unis, et en parallèle en statistique on aura aux USA les ventes au détail mercredi à 14h30, suivi des indices PMI manufacturiers et des services à 15h45 et de la Fed à 20h, donc mercredi grosse journée, jeudi l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie à 14h30,
Et en Europe, le PMI européen des services et manufacturiers mercredi matin, puis l'IFO, l'indice du climat des affaires en Allemagne, vendredi à 10 heures. On passe au top flop, qui sera dans cette émission un top, puisque je n'ai que des graphiques haussiers. Alors attention, un graphique haussier sur de la dette n'est pas vraiment un graphique positif haussier. Mais voilà, je n'avais que des graphiques qui battent des records annuels ou historiques qui montent. Donc je vous ai fait cette semaine un top. Au top, ici à gauche, le PER, le Price Earning Ratio du S&P 500 sur les 30 dernières années. Donc le PER du S&P est de nouveau à 27, soit sur les mêmes niveaux que pendant la crise des dot-com, la bulle des valeurs technologiques en 1999-2000. Donc voilà, on est dans des marchés qui sont particulièrement chers. Ici à droite, vous avez en blanc le S&P 500 et en violet, vous avez le bilan de la Fed. Donc on voit bien que en mars, on a eu un choc extrêmement violent avec le Covid. La Banque centrale s'est mise à injecter dans des proportions gargantuesques. Et depuis, la Banque centrale injecte petit à petit et les marchés se calent sur ces injections de liquidités. Moralité, c'est la Fed qui fait le marché. En fait, hors Covid, hors statistiques économiques, hors politique, changement de président, etc., ce qui drive aujourd'hui fortement les marchés, ce sont les banques centrales qui sont en soutien et qui viennent pallier le manque d'activité qui a été causé par le Covid. On assiste à des grosses rotations depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Ici à gauche, je voulais vous montrer le ratio entre le cuivre et l'or. Et on voit que depuis le mois de mars, depuis le point bas du Covid, eh bien, le cuivre a tendance à surperformer l'or. Donc les métaux sont soutenus, hein, l'or est soutenu, l'argent est soutenu, le cuivre est soutenu. Mais on voit bien que le cuivre surperforme l'or. Et ça montre que les opérateurs anticipent de la croissance, de la reprise économique, puisqu'on dit souvent que le cuivre est un indicateur avancé. Si les cours du cuivre montent, c'est que la Chine consomme. Si la Chine consomme, c'est qu'elle produit. Et donc, tant que la Chine va, eh bien, la croissance économique va. Et puis à droite, vous avez un graphique de la performance relative de l'indice des pays émergents par rapport au S&P 500. Et on peut voir que depuis des années, les pays émergents ont sous-performé les marchés américains, mais on voit que à court terme, il y a peut-être une configuration de retournement. Ça vous fera peut-être penser au graphique qu'on a regardé sur la performance des valeurs growth et value. Vous savez, cette rotation qu'il y a eu, les valeurs growth qui ont été délaissées un petit peu à court terme et les valeurs value qui ont fait leur grand retour. On a assisté à une forte rotation ces dernières semaines. Et bien peut-être que dans les mois qui vont venir, et notamment grâce à la baisse du dollar qui est une bonne chose pour les pays émergents, peut-être qu'on va voir les pays émergents surperformer. Ensuite, ici à gauche, vous avez un graphique de la performance moyenne par jour du S&P 500 de 1978 à 2019, donc 31 occurrences. Et en fait, ce graphique montre que souvent, début décembre, on se cherche, on monte un peu, puis on baisse jusqu'à la 10e, 12e, 14e séance du mois. Et ensuite, la fin d'année est généralement soutenue. Voilà, donc là, on a passé à peu près la première quinzaine. On est peut-être encore un petit peu dans l'œil du cyclone. On peut peut-être avoir des petits replis, reflux, comme on l'a vu hier. Mais sinon, globalement, statistiquement, hein, ça ne fonctionne pas à chaque fois. La fin d'année est plutôt porteuse. Ensuite, ici, vous avez un graphique des échanges mondiaux. Donc, on peut voir la similitude entre la crise du Covid et la crise de 2008 avec une forte baisse des échanges mondiaux. Mais on peut voir cette reprise en V, la fameuse,
le V-bottom, avec un retour des échanges mondiaux pratiquement sur les plus hauts historiques. Donc c'est ce qui explique aussi que les marchés boursiers retrouvent leur niveau de l'année passée, c'est que la croissance mondiale, les échanges mondiaux sont en train de remonter progressivement vers les niveaux de l'année passée. Et puis on finira avec l'euphorie ambiante, l'euphorie sur les introductions boursières aux États-Unis. Ici sur ce graphique en bleu, vous voyez les montants donc investis dans les introductions boursières aux États-Unis depuis 25 ans. Vous pouvez voir que en bleu foncé, donc on est sur des niveaux très élevés cette année, avec près de 80 milliards qui ont été soulevés par les introductions boursières. C'est presque autant qu'en 2014, qui avait été une année exceptionnelle, et qu'en 1999-2000, pendant la bulle des valeurs techno. Sauf que maintenant, on a aussi les SPAC. Les SPAC, ce sont ces véhicules d'introduction de sociétés un peu particuliers. Il faut encore que je me renseigne sur le sujet. Mais on a entendu notamment parler des SPAC récemment avec la société Momentus qui veut envoyer des satellites dans l'espace. Et donc vous avez une société SRAC qui est la société d'achat, la SPAC, qui va acheter la société Momentus, et c'est la fusion des deux qui va créer une société cotée. Et grâce à ce nouveau moyen de lever de l'argent frais, eh bien, on arriverait en fait au total entre les IPO et les SPAC à 150 milliards, donc à une fois et demie les montants levés lors d'une année record qui était 1999. Donc tout ça pour dire que on est dans de l'euphorie, les marchés sont très fortement remontés, on est sur les plus hauts annuels ou historiques pratiquement sur toutes les zones économiques. Et les investisseurs à la recherche d'idées achètent toutes les introductions boursières comme des malades. Récemment aux États-Unis, vous avez eu Snowflake qui a été une belle réussite. Vous avez aussi eu Palantir par exemple. Vous avez eu aussi la semaine dernière Airbnb qui s'est coté en bourse et qui a gagné plus de 100% lors de l'introduction. Même son PDG qui était interviewé sur CNBC était littéralement choqué. Donc voilà, on est dans de l'euphorie. Qui dit euphorie dit marché qui peut être sensible, scabreux. Donc même si on a une périodicité positive en fin d'année, on fait attention parce que les marchés pourraient manquer un peu d'oxygène. Et souvent après de l'euphorie, eh bien, on assiste à des replis. Et puis le graphique de droite, il vous montre le pourcentage d'augmentation en moyenne des valeurs introduites en bourse aux États-Unis. 40% de hausse en moyenne le premier jour de cotation. On n'avait pas vu un chiffre aussi élevé depuis 1999-2000 où à ce moment-là, toute introduction boursière, c'était en moyenne 55 à 70% de hausse dès le premier jour. Voilà, c'est la fin de la première partie de cette émission. J'espère qu'elle était assez dynamique à votre goût, qu'elle reprenait toutes les informations les plus importantes, les plus intéressantes. Si j'ai manqué quelque chose, n'hésitez pas à me le dire pour la suite. Et si vous avez des idées d'amélioration sur le rythme, les informations passées, n'hésitez pas non plus à faire des commentaires sous la vidéo YouTube. D'ailleurs, à ce sujet, si vous appréciez ces émissions hebdomadaires, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sous la vidéo. On va passer dans un instant à la deuxième partie de cette émission. Je vous montre le tableau des actions dont on va parler dans quelques instants. Mais avant toute chose, la petite pause café.
Oui, c'est encore du Chopin, un de mes compositeurs préférés. Opus 48, numéro 1 par Arthur Rubinstein. Allez, on reprend notre émission, on passe à la plateforme hop, de ProReal Time. On jette un petit coup d'œil sur le CAC qui se tient toujours très bien. J'ai ma liste. Alors, la liste des actions du jour, ce sont tout simplement des valeurs que l'on m'a soufflées, ou bien des valeurs sur lesquelles j'ai noté des configurations intéressantes, ou encore des valeurs sur lesquelles je reviens parce que ce sont des exemples graphiques intéressants, que vous puissiez apprendre quelque chose pour la suite. Alors, on commence avec ADP. ADP, ce que je voulais vous montrer avec ce titre, c'est tout simplement la propreté parfois de l'analyse graphique, la pertinence des niveaux travaillés par le passé. Plus une action travaille un niveau, plus ça le rend crédible. Ici, vous pouvez voir que en mars, quand toutes les valeurs ont rebondi après le creux du Covid du 15 mars, donc ADP était remontée très rapidement sous les 120 €. Elle était remontée à ce même prix en juin 2020 quand on était un petit peu en euphorie. Ensuite, il y a eu toute une période de stress avec la deuxième vague du Covid, etc. Puis le 9 novembre dernier, il y a le vaccin qui est sorti, les news sur le vaccin de Pfizer, et du coup on est remonté très rapidement. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que tous les points hauts ont été faits ici à 117 €, il y a eu un excès à 120 €, et au final c'est extrêmement propre comme zone de prix. Du coup, quand on a échoué sous cette zone de résistance, j'ai rédigé une stratégie baissière sur zone bourse avec les 100 € ou les 101 € en objectif à la baisse. En fait, ce titre serait intéressant s'il venait à consolider, corriger un petit peu plus bas, peut-être revenir sur le seuil psychologique des 100. On a les moyennes mobiles, notamment la moyenne mobile à 100 qui vient de croiser la 200 qui va arriver en soutien. On a une zone ici autour des 99-100 qui correspond à 50% de retracement du grand chandelier du 9 novembre dernier. Donc voilà, il y a une zone d'intérêt autour des 99-100 € et vous voyez bien qu'il y a des titres du CAC qui sont toujours soutenus depuis 15 jours alors que ADP ne l'est plus du tout. Donc il faut laisser du temps au temps, laisser le titre redescendre vers des zones de soutien et une fois qu'il fera une réaction haussière digne de ce nom, on pourra peut-être de nouveau s'y intéresser. GTT. Alors GTT, elle est pile poil sur le fil du rasoir. Va-t-elle le tenir? Telle est la question. Ici, j'ai rédigé une petite stratégie de trading sur le titre, donc sur ce support, avec un stop très serré. Ça pourra m'arriver hein, sur zone bourse, vous pourrez retrouver certaines stratégies avec des stops à 5, 7, 8%, ce qui est tout à fait légitime. Parfois, quand on est sur des seuils critiques, des seuils clés, avec un timing très serré, eh bien, je pourrais proposer des stratégies avec des stops à 3 ou 4%, très courts. Le but étant que si le niveau casse, on sorte, on passe à autre chose et on y revienne plus tard et qu'on ne subisse pas une baisse de 6, 8, 10, 12% avant un éventuel rebond. Je préfère acheter un niveau clé avec un stop à 3% dessous et que mon stop soit touché et repayer le niveau suivant 7% plus bas avec de nouveau un stop de 3-4% que d'acheter maintenant avec un stop à 15%. Dans tous les cas, je trouvais la propreté du niveau actuellement travaillé intéressante. Nexans. Alors Nexans, on n'en a pas parlé depuis un bout de temps. Je n'avais pas vu à quel point la valeur avait réalisé un beau parcours haussier ces dernières semaines. J'ai pris du recul sur le graphique mensuel pour voir s'il y avait encore de la place. On est en zone chaude quand même puisqu'on est sur la plus haute clôture d'octobre 2017. Au-dessus, on a un niveau vers 59 €. Et au-dessus de cette zone de prix, ça ouvrirait la voie en direction vers 65 et 68 €, des niveaux qu'on n'a pas vus depuis 2011, donc depuis près de 10 ans. Quand on se met en données hebdomadaires, voilà ce que cela donne. L'épisode Covid oublié,
la cassure des plus hauts annuels ici qui était un beau signal au-dessus des 50 euros. Là, on vient d'atteindre un objectif en soi. Pour quelqu'un qui n'est pas dedans, c'est compliqué de rentrer. On espérerait un repli, un retour vers 52 euros pour pouvoir se faire. Pour ceux qui sont dedans, eh bien, on espère que la hausse va perdurer. On remonte les stocks de protection potentiellement sous les plus bas de la semaine dernière, sous les 52 euros justement, en espérant qu'on puisse aller accrocher les 59, 60 euros dans les semaines à venir. En tous les cas, c'est un titre qui surperforme l'indice, puisque depuis 15 jours, l'indice ne monte pas. Et elle monte pratiquement tous les jours. Quadient. Alors Quadient, Zone Bourse est positionné dessus dans son fonds Europa One. Je crois que on a aussi cette valeur dans le portefeuille moyen terme. Et en fait, sur cette valeur-là, j'ai rédigé une stratégie en cas de retour sur la zone de gap. Oui, j'avais fait une erreur, me semble-t-il, puisque la dernière fois, j'avais dit que Quadient était... Enfin, je ne sais plus ce que je vous avais dit, mais Quadient, c'est en fait Neopost qui a changé de nom. Et donc sur Quadient, on a eu plusieurs signaux haussiers, c'est allé très haut très vite et on a laissé un gap en fait ouvert ici entre 14,70 et 14,90. Du coup, je garde un espoir de retour vers cette zone de prix. J'ai rédigé une stratégie qui dit que si on revient à 14,60 sur ce niveau de soutien, sur ce niveau de gap, on pourrait tenter de rentrer à l'achat. Alors bien sûr, j'espère pour tous ceux qui en ont qu'on ira tout droit et qu'on ira en direction des 20 euros. Mais pour les retardataires, au cas où, j'ai rédigé une stratégie. Alors, quand je dis que je rédige une stratégie, parce que depuis tout à l'heure, je vous en parle sur ADP, sur d'autres valeurs, vous allez sur le site de Zone Bourse. C'est gratuit, même si vous n'êtes pas abonné, client. Vous allez sur la page synthèse de la société Quadient. Et puis vous descendez la page et vous allez jusque l'onglet Trading Action. Et là, vous verrez mon analyse. Donc c'est un achat sur repli, donc il n'est pas encore déclenché. Le cours d'entrée, c'est 14,6, donc c'est ici, si on revient sur la zone de gap. Et à chaque fois, vous avez l'objectif, le stop, le seuil d'invalidation, le potentiel, etc., plus l'analyse de la valeur. Et vous avez ça sur toutes les stratégies que j'ai réalisées récemment. Donc voilà, Quadient, sait-on jamais, zone de surveillance plus bas. Ensuite, Sanofi. Donc Sanofi, elle est en perte de vitesse. Toutes les moyennes mobiles, courtes, moyen et long terme sont baissières. Elle est sous MM200, elle est en chute libre. Pour le moment, c'est un couteau qui tombe. On est en train de s'approcher des plus bas du mois d'octobre, les plus bas du mois d'il y a un mois et demi. Est-ce qu'on va réagir ou pas? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est une zone d'intérêt, donc il faudra surveiller une éventuelle réaction ici. Sinon, il faudra attendre plus bas, la zone des 72 euros. Et là, pour le coup, la zone des 72-73 euros, c'est vraiment du très 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 solide à moyen long terme, puisque c'est une zone qu'on a travaillé fin 2018, une bonne partie de l'année 2019 et sur laquelle on est revenu prendre appui en 2020 pendant le Covid. Donc je suppose que si le titre continuait de baisser en direction de la zone des 72-74 euros, il intéresserait de nouveau à moyen terme nombreux opérateurs. Donc zone 1 à surveiller, la zone actuelle, sait-on jamais. Mais je n'aime pas la dynamique des prix, plus le gap baissier laissé derrière nous. Enfin, ça montre une certaine violence quand même. Donc j'aurais quand même plutôt tendance, intérêt, envie d'attendre plus bas, si on y va, sur cette belle zone d'intérêt entre 72 et 74 euros. STM. Donc STM a abaissé ses objectifs, a revu sa marge, ça n'a pas plu aux opérateurs. Lorsqu'elle a baissé la semaine dernière de 10% en séance, beaucoup de gens l'ont acheté le jour même. Comme j'ai essayé de l'expliquer sur l'annonce, il faut peut-être laisser la poussière retomber, voir comment le titre se comporte dans les séances à venir. Effectivement, on est revenu sur les anciens plus hauts du mois de mars, on essaye de se stabiliser, mais pour autant, pour l'instant, la baisse ne s'arrête pas. On a une zone d'intérêt ici vers 28,30, 28,50 qu'il faut surveiller, puisqu'on a une oblique haussière passant par tous les plus bas
de l'année, les plus bas de mars, les plus bas de septembre, les plus bas d'octobre avec les cours actuels. Donc s'il se passait quelque chose ici et qu'on repartait à la hausse, ce serait un signe positif. Maintenant, je trouve que cette oblique, elle est fortement haussière, un peu trop haussière à mon goût. Faut pas oublier qu'on vient de subir un choc. J'aurais plutôt tendance à essayer de définir une entrée qui serait encore plus basse et plus optimum selon moi. Un retour sur peut-être cette oblique intermédiaire, ici, qui se conjugue avec une zone de soutien qu'on a travaillé ici fin octobre. Donc vous voyez cette zone ici vers 26-27 euros. Voilà. Donc je trouve qu'il est un peu tôt pour acheter STM maintenant. Il n'y a pas de signaux forts qui nous disent ça va repartir, il faut en acheter tout de suite. Donc je patiente en me disant que si cette sous-performance de court terme devait perdurer, peut-être qu'on aurait une entrée optimum sur une zone clé ici vers 26-27 plutôt que les cours actuels. Ensuite, Voltalia. Voltalia, ça fait partie d'un trio de 3 valeurs dont on a beaucoup parlé au premier semestre de l'année 2020, puisque ce sont des valeurs que j'affectionne particulièrement, les fameuses Green Stocks, les spécialistes du solaire, de l'énergie renouvelable, Voltalia, Albioma, Neo-EN. Neo-EN, je vous en ai déjà parlé puisque c'est la plus performante, c'est la plus forte. On espère qu'elle s'arrêtera sous les 50, 51 et qu'elle reviendra vers 45 à moyen terme pour pouvoir en acheter et continuer de jouer ce rouleau compresseur haussier. Si vous êtes dedans, bravo. Si vous n'en avez pas, je ne peux qu'espérer pour vous qu'elle redescende un peu pour pouvoir en prendre, mais force est de constater que ce titre est extrêmement puissant et ne veut pas perdre plus de 10%. Il est toujours très soutenu. On a aussi Albioma, la deuxième valeur après Neo-EN que j'aime beaucoup. Elle est un peu moins punchy, contrairement à Neo-EN qui est sur ses plus hauts, elle a un train de retard. Albioma, elle m'intéresse dans 2 situations. Situation 1, si elle baisse sous les 40 euros. Entre 38 et 40 euros, ici il y a une belle zone d'intérêt, plus la moyenne mobile à 200 périodes qui arrive en soutien. Où elle m'intéresserait aussi si elle passe en force son oblique haussière et la zone des 43,50 les plus hauts des 10 derniers jours. Auquel cas ce serait aussi un signal acheteur. Et Voltalia, enfin, même chose. Elle est haussière à moyen long terme, elle est dans une consolidation horizontale depuis 3 mois. Et si elle venait à casser les 21 euros, c'est plus haut des 3 derniers mois, ce serait également un signal haussier sur ce titre. Je pense qu'il faudra compter sur ces valeurs-là en 2021 qui ont été peu affectées par le Covid, qui sont reparties de l'avant, inscrivant de nouveaux plus hauts annuels et historiques pour certaines d'entre elles au 3e trimestre. Et qui, en 2021, si on n'assiste pas à un reconfinement généralisé, pourrait continuer de prendre de la hauteur. Ensuite, on va passer sur les valeurs internationales. On commence avec Coty, qui est un des principaux groupes cosmétiques mondiaux. Alors, je trouvais cet exemple intéressant pour vous parler de l'entrechoquement de la rencontre entre une dynamique haussière de court terme et une dynamique baissière de long terme. Par exemple, si vous regardez cette action Coty de la sorte, vous vous dites « Waouh, c'est pas mal du tout, on a eu une dynamique baissière pendant plusieurs mois, puis on a une dynamique haussière qui vient de naître, elle est soutenue par des volumes très forts, donc là, on est potentiellement dans un retournement puissant et la hausse pourrait perdurer. » Mais en prenant un peu plus de recul, vous vous rendez compte qu'en fait, on est revenu sur une zone qui, en mars dernier, avait fait blocage. Donc ensuite, on a envie de prendre un peu plus de recul et de se rendre compte que même avant le Covid, c'était pas forcément ça sur ce dossier. Donc on prend encore plus de recul, on va se mettre en données hebdomadaires. Et là, surprise, on n'est pas sur du luxe français en tendance haussière long terme, on est sur une valeur qui est en tendance baissière depuis maintenant 4 ans.
Et on se rend compte qu'il y a une oblique haute qui passe par tous les plus hauts de 2016 et de 2020, et que cette oblique haute, elle passe à 8,40 $, et on a fait un plus haut récent à 7,84 $. Donc en gros, Coty a triplé en l'espace de quelques semaines, et elle s'est cognée la tête pas loin de son haut de canal baissier de long terme et de son plus haut de mars dernier, juste après le point bas du Covid. Donc, c'est là où c'est très compliqué. C'est là où on pouvait jouer une dynamique haussière de court terme et un rebond technique puissant à court terme. Par contre, il y a de très grandes chances effectivement que cette valeur végète un certain temps sous résistance, voire même qu'elle se replie sous résistance, qu'elle est en train de faire. Pour que cette valeur puisse sortir de son canal baissier de 4 ans, il faudra une très bonne publication, il faudra un changement d'état d'esprit des opérateurs qui restent baissiers sur les 4 dernières années, et il faudra casser cette zone des 8 $, voire même des 8,30 $, 40, qui correspondent à l'oblique baissière de long terme. Donc, je suis pas très à l'aise là-dessus. Effectivement, c'était bien de jouer un rebond technique là-dessus, ça a été puissant, elle a triplé. Maintenant, faut pas oublier que ce sont aussi les pires élèves, les mauvais élèves qui ont le plus rebondi ces dernières semaines. Et maintenant qu'ils ont rebondi, maintenant qu'ils sont revenus sous des niveaux de résistance, peu d'entre eux vont passer ces résistances pour aller plus haut. Seules les sociétés qui font des recoveries, des retournements de chiffre d'affaires, je sais pas moi, des acquisitions, seules les sociétés sur lesquelles il y aura un véritable changement d'état d'esprit pourront sortir de leur dynamique baissière de long terme, sinon la plupart des autres resteront bloqués dedans. GoPro. Alors GoPro, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Elle est en dynamique baissière, pareil, depuis 2016. Elle a baissé progressivement ces dernières années. Et puis là, on voit un changement d'état d'esprit, puisque GoPro était bloqué sous les 5,80 $. On a vu un excès baissier avec le Covid, puis la valeur s'est reprise. Elle a bloqué cet été sous les 5,80 $, et on peut voir que cette zone de résistance a été passée avec des volumes historiques, volumes qui ont été confirmés ensuite par d'autres mouvements. Et suite à ces échanges de volumes historiques, suite à ce changement de dynamique, eh bien, on a eu la naissance d'une tendance haussière. Alors elle est particulière parce que c'est un gruyère en quelque sorte, on a des gaps haussiers, des gaps baissiers, c'est pas très facile à suivre. Mais contrairement à ce qui se passait avant, on peut voir là un véritable changement d'état d'esprit, tendance haussière, des cours au-dessus des mêmes 200, des volumes historiques. Et là il y a une zone de prix intéressante, les 8,90, 9 $, puisque c'est les plus hauts de novembre dernier, les plus hauts des dernières séances. Donc théoriquement, si ces 9 $ venaient à céder, on pourrait avoir une continuation de la tendance haussière en place. Movi. Alors Movi, c'est un spécialiste du saumon qui est coté en Norvège. Donc c'est intéressant parfois d'aller sur d'autres places de cotation. En termes d'investissement, en note d'investissement sur Zone Bourse, c'est une très bonne société avec une hausse régulière de son chiffre d'affaires. Même en 2020, le chiffre d'affaires devrait ressortir supérieur à 2019 et la croissance devrait reprendre en 2021 et 2022. Bien évidemment, le fait qu'il y ait un grand nombre de zones économiques confinées, notamment en Europe, notamment pendant les périodes des fêtes, eh bien, on va dire, n'est pas très porteur pour des spécialistes de la vente de saumon et de truites. Mais en tous les cas, c'est une société qui est intéressante dans une optique de diversification. C'est un dossier très solide, haussier à très long terme, comme beaucoup de titres qui a réalisé un beau double creux ces dernières semaines et qui là se stabilise. Et en 2021, si la croissance attendue en Europe est là, si on n'a pas de troisième, de quatrième vague de Covid, eh bien ça peut être le genre de dossier à suivre. Là, on est dans une sorte de petite congestion dont on suivra la sortie. Par le bas, on laisse de côté. Si on sort par le haut, ça pourrait être intéressant d'y aller. Ensuite, Rolls-Royce.
Donc Rolls-Royce, elle est en dynamique baissière depuis 2019, début 2019, donc ça fait 2 ans que le titre est dans une dynamique baissière. Vous pouvez voir qu'au mois d'octobre ici, on a eu un gap baissier impressionnant. Par 2 reprises, la valeur a essayé de se reprendre et elle a buté sous les 135 penny ou pence. Et ça ne passe pas. Donc, bon, je suis pas fan de l'automobile. On a pu voir que parce que ce sont des dossiers cycliques et que les marchés se sont repris, l'automobile s'est nettement repris en France avec Renault et Peugeot qui ont explosé ces dernières semaines. Je suis pas à l'aise sur Rolls-Royce. Le titre est baissier à long terme. Il bloque sous une résistance. Par contre, il m'intéresserait clairement si on venait à casser cette zone de résistance ici, 135-137 pence, parce qu'il y a un gros gap baissier qui a été laissé ouvert derrière les cours. Donc si on venait à casser cette résistance-là, les cours pourraient tenter de combler tout ou partie de ce gap. Donc voilà, pour l'instant, pas d'intérêt pour cette configuration scabreuse, mais si on casse cette résistance, là, ce serait intéressant. Ensuite, SRAC, Stable Road Acquisition. Donc c'est la fameuse SPAC. Vous savez, les sociétés dont on parlait tout à l'heure, il y a les introductions boursières classiques et puis il y a les introductions boursières avec des SPAC. Donc ici, c'est Stable Road Acquisition qui fait office de SPAC, qui est une société qui va racheter une autre pour créer Momentus, société spécialisée dans les envois de satellites et de plus petits engins dans l'espace. Donc voilà, à peine on a parlé de ces fameuses SPAC que le titre s'est littéralement enflammé. On est passé de 10 à 18 dollars en quelques séances, mais on voit bien qu'à court terme ça patine un petit peu. On peut voir une sorte peut-être de figure de contraction. Vu la dynamique des prix, vu la rechute des volumes ces derniers jours et les chandeliers, il est difficile pour le moment d'envisager une sortie puissante par le haut. Donc voilà. On m'a montré ce graphique la semaine dernière, j'ai décidé d'en parler pour parler un peu des SPAC, parce que moi-même il faut que je me renseigne plus sur ce système-là, mais c'était aussi pour attirer votre curiosité dessus. On ne passe pas les 18 dollars après avoir gagné 100%, faut peut-être laisser un petit peu la poussière retomber. On avait parlé ces dernières semaines de titres qui étaient très fortement soutenus, à l'image de Palantir qui s'était coté aussi récemment. Vous voyez, Palantir s'était coté en septembre, pendant un mois elle fait du surplace, puis dès que ça part, on engage la Green Line Breakout Strategy, et ensuite il y a un doublement ou triplement du titre. Ces configurations-là sont très intéressantes, hein. Snowflake aux États-Unis, Palantir, et puis SRAC dont je vous parlais à l'instant. Mais comme je vous l'ai montré aussi en première partie d'émission, il y a une bulle actuellement, il y a de l'euphorie sur ces valeurs-là. Certains d'entre vous ont bien profité, il y a eu des belles explosions, mais là il faut peut-être un peu calmer le jeu, faire attention, ça peut retomber aussi très rapidement. Tomra System, alors là je suis obligé de retourner dans mes petites notes. C'est une société norvégienne aussi, spécialisée dans la conception et l'exploitation de systèmes de récupération et de recyclage d'emballage auprès de commerçants et de producteurs de boissons. Donc là on est dans le recyclage, on est dans l'avenir si je peux dire. C'est une belle réussite, société solide avec des très belles perspectives. Je vous montre les chiffres, hein. En 2020, on attend une hausse du chiffre d'affaires, 2021 aussi, 2022 aussi. On attend une amélioration de la marge nette et de la marge d'exploitation également dans les années à venir. Donc voilà, belle société, du dividende, de la croissance. C'est vraiment un beau titre. Et à court terme, on a une belle base de soutien ici qui a été créée sur les 366 NOK. Je suppose que ça cote en NOK.
On est dans un triangle, on est en train d'essayer d'en sortir par le haut. Donc voilà, c'est une société intéressante dans une optique de diversification qui, si elle confirme la sortie de la zone de congestion actuelle, pourrait reprendre en direction de nouveaux records historiques. Et puis on finit cette partie valeur internationale avec Virgin Galactic. Donc la semaine dernière, on avait vu que il y avait un risque. Si avarie sur le vaisseau, ça pouvait baisser de 20%. Si explosion du vaisseau, ça pouvait baisser de 50 ou 70%. Donc je pense que autant j'ai mis en avant ce dossier ces derniers mois comme un dossier que j'adore, à 17 $, à 20 $, à 23 $, je vous avais fait une stratégie. La semaine dernière, on a atteint à 32 $ l'objectif de ma stratégie de trading, donc avec une hausse de 40% des cours en l'espace de quelques semaines. Donc je pense, je suis même persuadé que nombreux d'entre vous en ont fortement profité. Beaucoup de gens ont coupé avant le vol, ne voulant pas prendre de risques et voulant encaisser des gains. Bravo à vous. C'est toujours un choix cornélien, parce que si ça s'était bien passé, qu'on avait ouvert à plus 30, eh bien, vous n'auriez pas profité. Un bon plan m'apparaissait couper la part en deux, c'est-à-dire couper la partie spéculative, puisque la stratégie de trading, les 40% de hausse, ça avait été fait avant le vol, et que sur la partie trading, effectivement, on pouvait prendre des gains pour ne pas être en risque. Et sur la partie moyen-long terme, la ligne de fond qu'on garde en portefeuille, et bien là, on la garde et on joue les différents vols, puisque si on achète cette valeur-là, c'est pour que les vols fonctionnent à un moment donné et que ce soit une réussite. D'ailleurs, je ne sais plus quel courtier a été rassuré par ces tests et par la façon dont Virgin Galactic a géré ce souci technique. Et il a revu sa copie sur le dossier en disant que si tous les vols d'essai se passaient bien, il visait 52 ou 54 $ sur le dossier. Donc il y a encore des courtiers qui sont très très positifs dessus. Simplement, à court terme, on a un choc baissier, puisque les essais sont remis à plus tard. Si c'est début janvier, la valeur va peut-être se stabiliser. Si c'est plus loin, fin janvier ou février, peut-être que les opérateurs vont perdre un petit peu patience. Me concernant, j'ai fait une stratégie peut-être un peu trop agressive hier. On était à 27 $ 50, 28 $ à peu près. On tenait même 20, on tenait depuis le cours d'ouverture, et donc j'ai rédigé une stratégie avec un stop sous les 25 $. Peut-être aurais-je dû attendre que la poussière retombe. C'est ce que je vous avais dit sur STM, c'est ce que je vous avais dit sur Solution 30, ça baisse avec des volumes et de la volatilité, donc peut-être ne pas s'y frotter tout de suite. J'ai donc peut-être fait une erreur moi-même hier en y allant un peu vite, mais c'était pour vous montrer aussi ce que j'en pense. Voilà. Pour le moment, c'est un retour des cours sur une ancienne zone de résistance qui fait en théorie support entre 25 et 27 $. Si ça casse cette zone-là, on pourrait s'attendre effectivement à une baisse plus profonde en direction des 22-23 $. Et si je suis stoppé sur cette stratégie de court terme, j'attendrai le palier suivant pour refaire une stratégie de moyen-long terme. En gros, sur la première stratégie, il y avait 40% à gagner, certains les ont encaissés. Sur cette deuxième stratégie, il y a 10% à perdre. Donc dans tous les cas, si on a gagné 40% et qu'on en repère 10, on est toujours quand même globalement en gain sur le dossier. Tant que j'y pense, parce que je pensais gap baissier, etc., petit aparté sur Inat Pharma. Inat Pharma, biotech française, baissière à court, moyen et long terme. Alors je sais qu'il y en a qui adorent la valeur, du coup dès que je dis qu'elle pourrait retomber, ils m'en veulent un petit peu. Pourtant, c'est pas que je n'aime pas la valeur, c'est que mon but est de protéger des investisseurs. Quand je parle d'une valeur qui est sous résistance avec un risque de rechute, ceux qui sont toujours dedans me reprochent le fait de dire que je dis qu'elle peut retomber, que ça peut faire baisser les cours et que c'est pas bien pour eux. Et souvent, les acheteurs qui sont toujours en position pensent que je suis là pour dénigrer la société et que c'est pas très juste ce que je fais. Mais en fait, vous n'y êtes pas du tout. Quand je parle d'Inat Pharma, il y a une semaine ou 10 jours, que je dis qu'elle est baissière à moyen terme, qu'elle est sous résistance et qu'il y a un risque de rechute, c'est pour me prémunir d'avoir à ramasser les miettes derrière. Quand je dis ramasser les miettes, c'est ramasser des gens à la petite cuillère.
c'est des investisseurs qui parfois étaient bloqués sur le dossier depuis 8 euros ou depuis 6 euros. Ils espéraient, voyant la valeur remonter ces dernières semaines, que on en sorte par le haut et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et puis de nouveau, boum, une mauvaise nouvelle, moins 20%, et on retourne vers les plus bas. Moi, je pense à ces gens-là. Je pense à ces gens qui traitent les biotech sans savoir que les biotech c'est volatile et dangereux. Tous ces gens qui achètent des biotech dans les rebonds techniques en espérant que derrière ça prenne 200%, qui lisent les forums et qui se disent ça y est c'est bon, je tiens le bon bout. Et puis qui derrière se prennent un moins 20, un moins 30 ou un moins 60 dans les dents. Je vous le rappelle, les biotech c'est spéculatif. Il y a beaucoup de biotech en France qui sont baissières, qui sont scabreuses. Les biotech, quand ça réussit à l'étranger, en Hollande, en Allemagne ou aux États-Unis, c'est un carton. En France, ça ne fonctionne pas. Le nombre de phase 3 réussis ces 10 dernières années se compte sur les doigts de la main. Bref, c'est scabreux, c'est dangereux, et quand c'est baissier et sous résistance, pardonnez-moi de mettre en avant le fait qu'il y a des dangers. C'est pas pour embêter ceux qui sont à l'achat dedans, loin de moi cette idée, c'est plutôt pour sauver des comptes boursiers, sauver des investisseurs de se prendre un nouveau gap et une nouvelle baisse dans les dents. Voilà. Et on finit cette émission avec les small et les mid cap. Donc Atari. Atari, je l'ai prise parce qu'elle est fortement montée hier, 20%. Elle était remontée, mais elle approchait d'une zone de résistance et sans news, sans combustible pour pouvoir accompagner le mouvement, et bien la spéculation de court terme retombe. En fait, la hausse de Atari, elle est due à une chose principalement, c'est la périodicité. On est en fin d'année, c'est les 15 derniers jours de l'année, il y a quelques petits dossiers délaissés qui n'ont pas encore décalé. Atari était donc sur support et des spéculateurs s'en sont emparés et la valeur derrière reprend 20%. Mais sans annonce particulière, sans news, eh bien la spéculation retombe dès le lendemain, on ne casse pas la résistance et on reste stable dans ce range. Donc ici c'est du trading, hein. Si vous aviez acheté le bas du range ou que vous avez acheté le retournement de court terme, il faut savoir se rendre compte de ce que c'est que de gagner 15 à 20% en une séance. Et puis parfois, il faut encaisser sous résistance. Pour ceux qui maintiennent la position en espérant une cassure des 0,45 en direction des 0,50, voire plus, eh bien, il faut tout simplement prendre son mal en patience et avoir conscience que il faut garder des stops relativement larges sous les supports, puisque ici, on était passé de 0,37 à 0,45, puis on est revenu à 0,37 avant de repartir. Et sur les petites valeurs comme ça, c'est un jeu qui peut durer longtemps. Ensuite, Median Biotechnology, ça fait partie avec Carbios et McPhee des valeurs trend following star de 2020, puisque Median en mars elle était à 1 euro et qu'elle est montée jusqu'à 9, donc 800% de performance. Il n'est donc pas étonnant qu'après avoir gagné 800% en quelques mois, la valeur latéralise depuis 5 mois. Ce qui est intéressant de constater, c'est que à chaque fois qu'on corrige de 20-30%, les acheteurs sont très présents. Et vous avez ici une oblique qui passe par les plus bas d'avril, les plus bas d'octobre et les plus bas de cette semaine, enfin de vendredi dernier et de ce lundi. Donc vous avez une valeur qui est haussière à moyen long terme, soutenue, trend following, et qui vient de toucher son oblique à 6,80 et qui se reprend. Alors quelqu'un disait hier à 7,20 €, oui mais c'est trop tard pour l'acheter maintenant, etc. Ça dépend. Si vous faites du trading et que vous voyez qu'elle est à plus 12 en séance, effectivement, il y a peut-être mieux comme entrée. Mais si vous faites du moyen terme et que vous venez de constater que la valeur, après avoir consolidé de 20%, est revenue sur un support majeur de moyen terme, qu'elle est en tendance haussière, il y a certains qui vont acheter les 7,20 €, qui vont mettre un stop sous les 6,50 €. Plus de 10% de stop, certes, mais parce que leur objectif c'est de viser les 10 €, soit 30% de hausse, par exemple. Ensuite, BioUV dans la liste des valeurs que j'aime beaucoup pour 2021. La fameuse shortlist dont je vous ai parlé ces dernières émissions, avec dedans du Navia, du Blockchain, du Wallix, du NeoEN, du Virgin Galactic. Il y a pas mal de titres que j'aime bien. En fait,
C'est pas que j'aime ces titres plus que d'autres, c'est que à chaque fois il y a une histoire, à chaque fois il y a des configurations graphiques, il y a des mouvements qui sont intéressants sur ces dossiers-là et qui font que j'en parle un peu plus que d'autres. Mais c'est parce que c'est des exemples que j'aime beaucoup. Ici sur BioUV, j'aime beaucoup le fait que c'est une valeur Covid qui en fait n'en est pas une. Contrairement à des valeurs qui sont montées sur le fait qu'elles allaient devenir des valeurs Covid, faire des tests ou autres, même si demain le Covid s'arrête, BioUV continuera son activité principale. C'est une valeur qui est haussière, soutenue par sa moyenne mobile à 200 périodes. Elle est ces derniers temps dans une sorte de triangle de consolidation dont elle est en train d'essayer de s'extraire par le haut. Il y a des bonnes nouvelles ces dernières semaines, des lancements de projets, de nouvelles machines. Donc voilà, c'est un dossier que j'aime beaucoup et il va falloir maintenant passer la barrière des 6,90, 7 euros pour pouvoir relancer la dynamique haussière pour de bon, avec comme objectif les 7,60, soit les plus hauts historiques en clôture, puis les plus hauts historiques tout court à 8,60. Et pourquoi pas un jour peut-être les 10 euros. En tous les cas, cette configuration laisse entendre cette possibilité puisque graphiquement on a une poussée haussière, une consolidation, et si on reporte la hauteur de la première poussée haussière à la seconde, ça nous donne une vague haussière théorique en direction effectivement de ce seuil psychologique des 10 euros. Gossin. Alors Gossin, c'est comme Navia, c'est des valeurs qui sont envolées ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est des secteurs très porteurs. Gossin a publié sur de nombreux contrats, de nombreux lancements ces derniers temps. Simplement, il faut bien savoir dans quelle unité de temps vous êtes et puis aussi dans quelle unité de temps je parle. C'est assez compliqué de traiter des dossiers comme Navia, comme Gossin ou comme d'autres parce que ce sont des dossiers qui sont adorés ou détestés. Du coup, dès qu'on dit que la valeur pourrait redescendre, on a tous les long-termistes qui arrivent et qui disent « mais non, c'est une bonne valeur, faut pas sortir, etc. » Du coup, on a des court-termistes ou des débutants qui se retrouvent à acheter à des prix, à n'importe quel prix, puis à subir des baisses de 20, 30, 40, 50%. Si vous êtes à long terme sur Gossin, que vous avez acheté du Gossin à 3, à 4, même à 6 euros, que vous avez des stops larges, que vous voulez viser 12, 14, 15, il n'y a aucun souci, je vous comprends, vous avez un plan, vous aimez le dossier, qu'elle consolide de 12 à 8, vous vous en fichez éperdument, vous voulez garder à moyen long terme, je ne parle pas pour vous. Quand il y a 10 jours, je publie un graphique le jeudi 3 décembre pour dire attention, on est en train d'ouvrir à plus 10 sur un excès sous une zone d'importance, attention à l'euphorie, il faudrait peut-être penser à concrétiser des gains, c'est surtout pour les court-termistes. Et aussi pour certains moyens-termistes qui auraient payé 6, 7 ou 8 dans l'accélération et qui très rapidement ont gagné 30, 40, 50%. Ça s'encaisse, ça se prend, surtout sur un excès comme le jeudi 3 décembre où après une poussée haussière et plein de news, on avait atteint un objectif, on avait ouvert avec un gap haussier et on était en excès très clair. Donc voilà, j'ai suivi la hausse de Gossin, j'ai dit à 7 que je regrettais de ne pas l'avoir suivi plus tôt, à 8 qu'elle donnait un signal, à 9 qu'elle était solide, simplement à 11 euros, j'ai dit attention, là faut sortir à court terme, là il y a de l'excès, là il y a de l'euphorie, il y a un gap haussier, il y a de la news, il y a tout pour qu'on soit sur un excès et que ça retombe derrière. Donc les long-termistes, merci de ne pas m'en vouloir. Accepter de noter qu'après des poussées haussières, le titre Gossin peut perdre 30-40%. C'est ce qui s'est passé en juillet, puis en août. On monte fort, puis on perd 40%. Ensuite, en octobre, on monte fort, on repère 50%. Ensuite, on remonte fort. Là, de nouveau, on peut perdre entre 30 et 50%. Si la valeur passe de 11,70 à 6,50, elle perd pratiquement 50%, mais en fait, elle ne ferait que revenir sur son oblique haussière de moyen long terme. Donc c'est pour ça que les long-termistes s'en fichent un petit peu. Eux, ils sont habitués au fait qu'elle consolide, puis qu'elle reparte, qu'elle consolide, puis qu'elle reparte. Et ils ont des prix de revient tellement bas que ça ne les dérange pas. Si moi j'en parle autant à certains moments, comme il y a 10 jours, pour les court-termistes, c'est parce que je vois des gens s'exciter sur Twitter, des gens à devenir euphoriques et parler d'objectifs à 15 ou 20 euros, des gens qui sont rentrés à 9, 10, 11 et qui gagnent très rapidement quelques pourcents et qui du coup se disent « Waouh, c'est génial, faut que je garde ». Et puis résultat,
10 jours plus tard, on est 15% plus bas. Donc, même pour un moyen long-termiste, ne valait-il mieux pas prendre une partie de ses gains à 11 euros pour en reprendre une partie plus bas? Je vous laisse répondre à cette question vous-même. Ensuite, Somfy, c'est superbe. C'est un dossier qu'on aime beaucoup chez Zone Bourse. C'est une belle tendance haussière. J'en avais parlé il y a un mois quand elle avait réagi positivement ici à 120 euros. Donc, elle est dans une tendance haussière. Les fondamentaux sont très solides sur Zone Bourse, que ce soit en note de trading ou d'investissement. On a 5 étoiles. Encore une acquisition ce jour. Et vous allez donc, comme sur toutes les actions dont je vous ai parlé, où j'ai rédigé des analyses récemment, Unibail, Total, ADP, Virgin, etc., sur Somfy. J'ai pas eu le temps de le faire puisque c'est Jordan Duffy, l'analyste qui va faire l'émission spéciale de jeudi pour les clients Zone Bourse. Et Jordan qui a détecté à 133 euros la cassure à venir et qui a fait une stratégie avec objectif court terme, les 142 euros. Donc voilà. Tendance haussière, stabilisation à plat, on pouvait entrer soit sur le bas de canal, pour ceux qui avaient ce graphique haussier qui voulaient rentrer sur support, soit rentrer sur cassure haussière, soit à 133, soit à 135, avec objectif court terme 142 et moyen terme 150, 160, pourquoi pas. Superbe dossier, superbe tendance. Vous voyez, franchement, en toute sincérité, j'aimerais bien que les investisseurs français ils ne traitent que ces trucs-là. C'est bien de temps en temps d'aller sur des valeurs du CAC, de toucher des dividendes, c'est bien de profiter de valeurs comme Total à 25 euros, c'est sûr. C'est bien de vouloir rêver avec un peu de Virgin Galactic. Par contre, si au lieu d'avoir des traders sur acheter-louer, sur des micro-dossiers, sur des valeurs illiquides, sur des biotech, sur des valeurs en tendance baissière, sur des valeurs à OCA, si on pouvait virer toutes ces valeurs qui font perdre de l'argent aux particuliers français depuis 20 ans, depuis toujours, et qu'on pouvait aller sur des Esquerre, des Biomérieux ou des Somfy, et ben ce serait génial. C'est des valeurs haussières à court, moyen, long terme, des fondamentaux de qualité et une hausse pérenne et régulière. Alors oui, ça fait pas rêver parce que ça gagne jamais 30% en séance. Mais n'empêche que le titre Somfy gagne 100% sur les 4 derniers mois. Et ça, c'est quand même une très belle performance. Biofitis. Alors Biofitis, j'en ai parlé sur Twitter hier. Et mon message disait, je vais vous le retrouver, quand les grosses caps, les big caps, puis les mid caps, puis les biotech, puis les micro caps ont décalé une à une pendant des semaines et que tu reçois des messages privés de débutants pour savoir s'il faut acheter Biofitis, c'est vraiment que le marché est arrivé en bout de course pour les fêtes. Biofitis, c'est un dossier extrêmement baissier. C'est encore une biotech française qui a ruiné des actionnaires français. Poussé en 2015, poussé en 2016, en 2017, en 2019, en 2020. Comme toutes les biotech françaises, il y a une poussée ou deux par an, mais sinon, ça continue de rechuter derrière et ça continue de faire perdre de l'argent à des particuliers et ça continue de bloquer des débutants, etc., etc. Moi, j'en peux plus, moi, de voir des débutants aller sur ce genre de titre, se faire coincer, acheter à 1,20, m'écrire en privé, me dire « Nicolas, je perds 15%, j'ai lu sur un forum que ça allait exploser, mais en fait, ça baisse vachement vite, je sais pas encore placer un stop, donc que faire, que dois-je faire, est-ce que je dois couper ou pas ?» Puis alors moi, si je peux rien faire dans ces cas-là. Si je les aide à arriver à la conclusion selon laquelle il faut couper derrière, si ça repart à la hausse, ils vont m'en vouloir. Si je dis de garder, de mettre un stop, mais qu'il y a un gap baissier à moins 20% le lendemain, bah, ils vont regretter de ne pas avoir coupé tout de suite. Moi, je ne fais pas de conseils personnalisés. Je dis aux gens qui sont comme ça, bah, je suis désolé, mais là, vous allez payer pour apprendre. Payer pour apprendre qu'on n'achète pas n'importe quelle biotech.
payer pour apprendre que on n'achète pas en pleine explosion haussière sur un gap haussier d'ouverture, et payer pour apprendre qu'il faut toujours mettre un stop de protection, sinon vous allez vous faire éclater. Voilà. Donc encore ce matin, j'ai publié un graphique pour dire Biofitis gap à la hausse, puis résabaisse, merci d'avoir joué. J'ai un lecteur qui dit vous êtes vraiment pas sympa de parler comme ça de cette valeur. Oui, mais moi j'ai des centaines, voire des centaines de lecteurs qui ont été bloqués par ce type de valeur depuis des mois, des trimestres. Donc permettez-moi de m'insurger et de dire tout haut ce que je pense tout bas et de dire arrêtez de trader les biotech baissières, s'il vous plaît. Vous vous faites du mal, c'est du trading loto, c'est pas de la bourse, c'est pas de l'investissement qualitatif. En fait, il faudrait bien réussir à faire distinguer aux gens qu'il y a plein de types de bourses. Il y a la bourse trading spéculatif, c'était le mois de novembre et début décembre, c'était la teuf partout, les big caps, les small caps, tout monte, les micro caps, les biotech, sur Twitter, tout le monde gagne, sur Boursorama, tout le monde gagne, tout le monde est content dans le meilleur des mondes. Sauf que ça, c'est très rare, ça arrive une fois par an ou tous les 2 ans, c'est une fenêtre de tir de 2 à 3 semaines qui fait tout remonter. C'est plaisant, mais ça n'est pas représentatif du marché boursier dans son ensemble et dans le temps. Dans le temps, pour gagner de l'argent, il faut acheter des valeurs comme Esker et comme Somfy, qui sont des valeurs qualitatives. Parce que dans le temps, sur des valeurs comme Biofitis, vous vous faites éclater. Voilà. Et donc, il faut pas tomber. Je discute, j'ai beaucoup de discussions ces derniers temps avec des trend followers, un peu blasés parce que les titres en trend following étaient en pause et c'était tous les dossiers les plus scabreux, les plus nuls, baissiers, délaissés du marché qui ont rebondi. Simplement, ça ne dure pas. Regardez Europcar. Tout le monde a joué le rebond, elle est passée de 50 centimes à 1,50 € et puis derrière, elle est de nouveau divisée par 2 et de nouveau en procédure de sauvegarde. Donc il y a une justice sur les marchés, c'est pas parce que vous n'avez pas été payé les pires dossiers de la cote que vous n'avez pas gagné sur le rebond technique de novembre sur les pires dossiers qu'il faut vous dire que le trading c'est ça, c'est d'aller sur des mauvais dossiers qui rebondissent. Dans le temps, vous aurez toujours plus de possibilités de gagner si vous achetez des bons dossiers haussiers de qualité plutôt que de jouer des rebonds sur des dossiers baissiers. Et pour finir avec un dossier haussier de qualité, Piscine des Joyaux. Donc ici on est sur un titre haussier à court, à moyen et à long terme. Piscine des Joyaux qui depuis 2017, excusez-moi, s'est bien reprise. Trou d'air en 2018, trou d'air avec le Covid. Mais fait très intéressant, elle a réussi à sortir par le haut de cette zone de congestion en cassant la zone des 15-16 €. Les raisons sont nombreuses. L'activité a explosé avec le Covid, la rentabilité est au maximum, le carnet de commandes est plein. Je vais pas dire jusqu'en 2022, mais je crois que c'est le cas. C'est-à-dire qu'avec le confinement, il y avait déjà en fait un carnet de commandes pratiquement plein et là il a explosé puisque les gens savent qu'ils pourraient être confinés chez eux et donc qu'il vaut mieux avoir une piscine pour profiter de l'été si on n'a pas le droit de sortir. C'est vraiment une belle réussite ici et on peut envisager, vu la qualité des fondamentaux, et la particularité de ce dossier, puisqu'ici on achète une société spécialisée dans les piscines, c'est pas des semi-conducteurs ou de la biotechnologie, c'est du vrai, du tangible, de la consommation. Et on peut voir qu'à moyen long terme, le dessin sur cette action, c'est de remonter vers les plus hauts historiques, vers les 23-24 €. Donc un potentiel de 20% par rapport au cours actuel. Simplement, ce qu'apprécieraient les investisseurs de moyen terme, bien évidemment, c'est un éventuel repli pour pouvoir rentrer dans le sens de la dynamique de fond, pour pouvoir participer à ce dossier, en avoir en portefeuille. Ça, c'est du dossier qualitatif, c'est pas du Biofitis. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'ai essayé de prendre des exemples où ça a bien fonctionné, des exemples où ça n'a pas fonctionné. Je reviens sur mes réussites comme mes échecs. J'essaye de revenir sur des dossiers, sur des configurations pour les expliquer a posteriori. Certains disent que ça ne sert à rien, d'autres comprennent que c'est le caractère éducatif de la chose qui est ici important.
Encore une fois, si vous êtes 10 000 à écouter cette émission, il y a 10 000 profils, il y a 10 000 personnes différentes. Chacun a son style qui lui est propre. Moi, je suis là pour vous donner des règles de bonne séance, si je puis dire. Des règles qui font qu'à moyen terme, l'investisseur a plus de chances d'être rentable que perdant. Et ensuite, c'est à chacun d'affiner en fonction de son style, de son temps et de son appétit, de son aversion pour le risque. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un bon repos. Un bon repos pour votre portefeuille, pour votre psyché avec vos proches. Je ferai une petite émission courte la semaine prochaine pendant les fêtes, également pendant la période du Nouvel An, peut-être pas sûr pour celui du Nouvel An. Si je ne vous retrouve pas d'ici là, eh bien en tous les cas, de tout cœur, après cette année complexe sur les marchés, mais aussi dans la société, dans la vie, avec le Covid, avec tout ça, eh bien je vous souhaite de la part de toute l'équipe de Zone Bourse de très joyeuses fêtes de fin d'année. Profitons de nos proches en ces temps compliqués, difficiles. Bonne semaine, bon trading, bon investissement et à très vite pour les marchés en action. Au revoir à tous.